Bienvenue à la 14e leçon du cours d'algèbre linéaire. Notre 14e leçon s'intitule Diagonalisation. Le sommaire. Valeur propre et vecteur propre. Dans ce paragraphe, on va donner les définitions et les propriétés d'une valeur propre et d'un vecteur propre. Endomorphisme diagonalisable. Dans ce paragraphe, on va donner la définition et la condition nécessaire et suffisante pour qu'un endomorphisme soit diagonalisable, dans un sens qu'on va préciser. Dans ce troisième paragraphe, on parlera d'une matrice diagonalisable. On va donner la définition, bien sûr, et les conditions nécessaires et suffisantes. Les résultats de ce paragraphe seront calqués sur les résultats du paragraphe précédent. Alors, valeur propre et vecteur propre. Dans ce paragraphe, comme on l'a dit, on va définir la notion de valeur propre et de vecteur propre et les propriétés sous-jacentes. Alors, définition. Tout d'abord, on considère K égale à R ou C. Toujours, K, c'est soit R, soit le corps C. Et F, une application linéaire de Kn dans Kn. Marquez que F est une application linéaire de Kn dans lui-même. Toute cette théorie de diagonalisation, on la traite pour les endomorphismes qui sont, pour les applications linéaires qui sont des endomorphismes, c'est-à-dire que des applications qui vont de Kn vers lui-même. Alors, lambda appartenant à K est une valeur propre de F s'il existe U appartenant à K non nul, s'il existe U élément de K, un vecteur de Kn, U élément de Kn non nul, c'est obligatoire, tel que f de U égale lambda U. Alors, un élément U non nul qui vérifie f de U égale lambda U, on dira alors que lambda est une valeur propre de f. Ça sous-entend qu'il existe U non nul appartenant à Kn, tel que f de U égale lambda U. Dans ce cas-là, on dira que U est un vecteur propre de f, associé à la valeur propre lambda. Donc vous voyez que une valeur propre lambda est un scalaire. Alors lambda appartenant à K est une valeur propre de f, si seulement si il existe U non nul, tel que f de U égale lambda U. On dira là, dans ce cas, que U est un vecteur propre de f associé à la valeur propre lambda. Alors, à chaque valeur propre lambda, on peut lui associer plusieurs vecteurs propres. Donc, justement, l'ensemble des V appartenant à Kn tel que f de V égale lambda V, alors dire que lambda est une valeur propre de f, ça veut dire qu'il existe V non nul dans cet ensemble. C'est-à-dire qu'il existe, par définition, il existe un élément non nul tel que, appelons-le U, tel que f de U égale lambda U. Donc, dire que lambda est une valeur propre de f, ça veut dire que ce sous-espace-là, cet ensemble, qui est l'ensemble des V appartenant à Kn tel que f de V égale à lambda V, qui est évidemment un sous-espace vectoriel de Kn, c'est effectivement le noyau de l'endomorphisme f moins lambda identité. Alors V pour nous, bien sûr, grand V ici, c'est l'espace Kn. Grand V, c'est l'espace Kn. Et l'identité de V, c'est identité de Kn. Alors, quand je note ker de f moins lambda identité de V égale, c'est l'ensemble des V appartenant à Kn tel que f de V égale lambda V, tout simplement. Bien. Alors ce sous-espace, justement, ker de f moins lambda identité, c'est ce qu'on appelle le sous-espace propre de f associé à la valeur propre lambda. Donc si lambda est une valeur propre, on lui associe le sous-espace propre qui est ker de f moins lambda identité et qu'on note E indice lambda.
Donc E indice lambda, c'est le sous-espace propre de F associé à la valeur propre lambda. Proposition, soit F un endomorphisme de Kn, c'est-à-dire une application linéaire de Kn dans Kn, lambda un élément de K, c'est-à-dire un scalaire. Alors, les propriétés suivantes sont équivalentes. Lambda est une valeur propre de F, ker de F moins lambda I est différent de 0, F moins lambda I est non bijectif, et finalement, déterminant de F moins lambda I égale à 0. Alors, pour donner un aperçu de démonstration de cette proposition, remarquez que si lambda est une valeur propre de F, ça signifie qu'il existe U non nul, U appartenant à Kn, tel que F de U égale lambda U. Ça, c'est par définition. Mais là, ça veut dire que U appartient à ker de F moins lambda I. Je vous rappelle que I, grand I ici, c'est l'identité de Kn. Donc ça veut dire, puisque U non nul appartient à ker de F moins lambda I, ça veut dire tout simplement que cet espace-là, ker de F moins lambda I, est lui-même non nul. Donc finalement, vous voyez bien que si lambda est une valeur propre de F, ker de F moins lambda I est non nul. Aussi, si ker de F moins lambda I est non nul, ça veut dire que l'endomorphisme F moins lambda I n'est pas injectif et par conséquent, il n'est pas bijectif. Parce que comme vous le savez, pour un endomorphisme, il y a équivalence entre injectif, bijectif et surjectif. Donc, dire que ker de F moins lambda I est non nul, ça voudra dire, d'après un résultat qu'on avait vu dans la leçon précédente, que F moins lambda I est non bijectif et donc puisqu'il est non injectif. Aussi, on peut dire que puisque F moins lambda I est non bijectif, ça veut dire que sa matrice par rapport à une certaine base n'est pas bijectif, n'est pas inversible, et donc que son déterminant est nul. Et donc, par définition, ça sera aussi le déterminant de F moins lambda I. Donc finalement, le déterminant de F moins lambda I doit être aussi nul. Alors, cette proposition, il est d'un grand intérêt parce qu'elle permet de caractériser une valeur propre lambda en termes de déterminant. Donc, le lambda, il doit vérifier la nullité du déterminant de F moins lambda I. Autrement dit, quand vous calculez le déterminant de F moins lambda I suivant un choix de base et de matrice, vous devez trouver 0. Donc, voilà pour cette proposition. Alors, maintenant, on va proposer dans cette méthode, une méthode de calcul des valeurs propres. Alors, tout d'abord, je prends F, un endomorphisme de Kn. Un endomorphisme, il est toujours donné par sa matrice suivant une base B. Donc, je choisis soit B, une base de Kn, une base de mon choix, je choisis une base de Kn, et je considère la matrice grand A, qui est la matrice de F, par rapport à cette base B. Alors, maintenant, je considère le polynôme xi indice f de x qui est égal à déterminant de A moins xn. Remarquez ici que je mets in pour dire que c'est la matrice identité carré d'ordre n. La matrice identité d'ordre n, je la note in. Donc je considère le polynôme xi indice f de x qui est déterminant de A moins x in. Alors ce déterminant-là, ce polynôme-là, on va montrer qu'il ne dépend pas du choix de la base B. Autrement dit, que si je fais un autre choix de la base B, donc j'aurai une autre matrice par rapport à laquelle représenter l'endomorphisme. Donc, on va montrer que ce choix ne dépend pas, que ce polynôme ne dépend pas du choix de la base B. Autrement dit, le polynôme xi indice f égale déterminant de A moins x in ne dépend pas du choix de la base B. Alors, comment ? Je choisis B', une autre base de Kn. Donc, et je note grand B, la matrice de F par rapport à B'. Cette matrice B, elle sera liée avec la matrice A par la formule B égale P-1 AP, où justement grand P, c'est la matrice de passage de B à B'. Donc, quand on choisit une autre base B', on peut écrire la matrice grand B de F par rapport à B', et la relation qu'il y a entre A et B, c'est B égale P-1 AP, où P, c'est la matrice de passage de B à P'. Maintenant, revenons à l'écriture de déterminant de B moins xn.
Parce qu'il s'agissait de montrer que déterminant de A moins xn ne dépend pas du choix de la base B. Donc, avec un autre choix, on a une matrice B, donc calculons déterminant de B moins xn, remplaçons B par sa valeur, c'est P moins 1 fois A fois P moins xin, donc égal, alors à gauche on met P moins 1 en facteur et à droite on met P. Donc cette égalité-là, c'est bien celle-là. Maintenant j'utilise une des propriétés des déterminants qui dit que déterminant d'une matrice fois une deuxième matrice c'est égal au déterminant de cette deuxième matrice fois la première, donc je peux intervertir les matrices, donc je peux mettre P moins 1 fois P fois A moins xin, hein? Donc parce que je peux intervertir. Donc déterminant de P moins 1 fois P fois A moins xin, comme P moins 1 fois P c'est in, et in multiplié par A moins xin c'est A moins xin, donc ça fera finalement égal déterminant de A moins xin. Remarquez ici que j'ai montré finalement que déterminant de A moins xin ne dépend que de f et ne dépend pas du choix de la base B choisie. Hein? Autrement dit qu'avec un autre choix de base, on a une autre matrice B, mais le calcul du déterminant de A moins xin est toujours le même. Le résultat est toujours le même. Ça veut dire que je peux poser le polynôme x indice f de x, qui est défini avant comme étant déterminant, je rappelle, x indice f de x, c'est déterminant de A moins xin, où grand A, c'est la matrice de f par rapport à une base de Kn. Et là, une base, je dis bien quelconque. Une base quelconque de Kn. Une base quelconque. Hein. Je prends une base n'importe laquelle de Kn, je calcule la matrice grand A de f par rapport à cette base, et le polynôme caractéristique, c'est déterminant de A moins xn, puisque ça ne dépend pas du choix de la base. Alors, comme je l'ai dit ici, le polynôme x indice f du x, c'est ce qu'on appelle le polynôme caractéristique de f, tout simplement. On l'appelle le polynôme caractéristique de f. Remarquez que le coefficient dominant de ce polynôme caractéristique, c'est moins 1 à la puissance n. Autrement dit, c'est 1 si n est pair, et c'est moins 1 si n est impair. Remarquez aussi que xi de f au point 0, c'est-à-dire la valeur du polynôme xi indice f au point 0, c'est déterminant de A. Pourquoi? Ben, tout simplement, on a xi de f de x égale déterminant de A moins xin. Donc, la valeur de f au point 0, c'est déterminant de A moins 0 fois in, c'est-à-dire c'est déterminant de A. Donc, vous voyez bien que xi de f au point 0, c'est exactement déterminant de A. Alors, aussi, sur un exemple, alors je prends f appartenant à L de R3, c'est-à-dire une application linéaire de R3 dans R3. Hein. Je note grand A, la matrice de f. Alors, f, il est donné par sa matrice. Hein. Je vous fais rappeler qu'un endomorphisme de Kn, on peut toujours le représenter, c'est-à-dire le caractériser par sa matrice suivant une base. Alors ici, on prend la base canonique. Et je prends f, l'endomorphisme de R3, qui admet grand A égale 1, 2, 3, 2, moins 1, 1, 3, 1, 4, comme matrice par rapport à la base canonique. Alors, si je veux calculer le polynôme caractéristique, ben je calcule le polynôme caractéristique xi indice f de x comme étant déterminant de A moins x, si vous voulez. Xi indice f de x, c'est déterminant de A moins x, là on a I3. Donc, ça va donner 1 moins x, 2, 3, 2, moins 1, ici c'est moins 1 moins x, puis 1, puis 3, puis 1, puis 4 moins x. Donc finalement, c'est un déterminant carré d'ordre 3 qu'il faut calculer. Chose qui n'est pas difficile pour calculer ce déterminant. Alors, une fois on le calcule, on trouve que c'est le polynôme suivant. Vous remarquez que son coefficient dominant, c'est quoi? C'est moins 1. Et moins 1, c'est bien moins 1 à la puissance 3. Donc vous voyez que
les choses se passent très bien. Alors maintenant, les racines du polynôme caractéristique sont bien sûr les valeurs propres. Hein, parce que si xi de f de lambda égale 0, ça voudra dire que déterminant de a moins lambda i égale 0, ça voudra dire que déterminant de f moins lambda i égale à 0, ça voudra dire finalement que lambda, valeur propre de f. Voilà. Donc finalement, les valeurs propres de f sont lambda 1 égale à 0, parce que c'est une racine. La deuxième racine, c'est 2 moins racine de 19, 2 plus racine de 19, et l'autre, c'est 2 moins racine de 19. Donc vous voyez bien que les racines ici sont toutes réelles, hein, parce que ce polynôme admet toutes ces racines réelles, et qui sont distinctes 2 à 2. Alors, une chose que je peux vous faire remarquer tout de suite, c'est que quand vous calculez le polynôme caractéristique, quand vous avez affaire à un endomorphisme sur Rn, c'est-à-dire un endomorphisme d'un espace vectoriel sur R, le polynôme caractéristique est un polynôme à coefficient réel. Hein, il appartient à R de x. Mais ces racines ne sont pas en général réelles. Il se peut que le polynôme caractéristique n'admet pas toutes ces racines dans R. Il se peut qu'il admet certaines racines dans C. Alors, les valeurs propres pour un endomorphisme dans l'espace sur R, c'est-à-dire de Rn sur R, les valeurs propres doivent appartenir au corps sur lequel est considéré l'espace vectoriel. Donc, si l'endomorphisme est un endomorphisme dans l'espace vectoriel sur R, on ne peut parler que de valeurs propres qui appartiennent à R. Donc, quand on calcule les racines du polynôme caractéristique, les racines qui ne sont pas réelles ne peuvent pas être considérées comme des valeurs propres. Donc, une valeur propre, c'est quoi? C'est une racine du polynôme caractéristique, mais avec aussi la contrainte que si l'endomorphisme était un endomorphisme dans l'espace vectoriel sur R, la valeur propre doit être élément de R. Si, bien sûr, on travaillait sur C, alors là, toutes les racines seront des valeurs propres, parce que les racines appartiendront toutes à C. Donc, voilà. Alors, un autre exemple, justement, sur cet exemple, on voit ce cas de figure. Alors, on prend F, un endomorphisme de R3, c'est-à-dire une application linéaire de R2 dans un endomorphisme de R2, c'est-à-dire une application linéaire de R2 dans R2, et je considère grand A, qui est donné justement par sa matrice grand A, par rapport à la base canonique. Alors, la matrice grand A, c'est la matrice 0, 1, moins 1, 0. Alors, ici encore, je caractérise mon endomorphisme F par sa matrice par rapport à la base canonique. En général, on caractérise toujours un endomorphisme par sa matrice par rapport à la base canonique, ou toute autre base. Mais pour manipuler l'endomorphisme, il est toujours intéressant de le manipuler à partir de sa matrice. Alors, je calcule son polynôme caractéristique, c'est par définition, là c'est moins x, parce que c'est 0 moins x, là c'est 1, là c'est moins 1, et là c'est moins x, donc c'est x au carré plus 1. Remarquez que ce polynôme x carré plus 1 est un polynôme à coefficient réel, mais ses racines ne sont pas réelles. Donc, ces racines sont i et moins i. Donc, les valeurs propres de ce polynôme ne sont pas réelles. Les racines de ce polynôme ne sont pas réelles. Donc on ne peut pas dire que notre endomorphisme f admet des valeurs propres. Pourquoi? Parce que les racines du polynôme caractéristique ne sont pas réelles. Ils doivent être éléments de R parce qu'on travaille sur R. Notre espace R2, c'est un espace sur R. Donc, pour que ce soit valeur propre, il faut que ce soit élément de R. Ici, les valeurs propres, qui sont par définition les racines du polynôme caractéristique, n'appartiennent pas à R. Donc, on dira que F n'admet pas, hein, dans ce cas-là, F n'admet pas de valeur propre dans R. Alors, F n'admet pas de valeur propre dans R, dans ce cas-là, parce que les racines ne sont pas réelles. Bien. Alors, proposition, c'est que lambda appartenant à K, et je précise bien, lambda appartenant à K, avec F, et F un endomorphisme de Kn. Hein? Je répète, si F est un endomorphisme de Kn, alors Kn
est un espace vectoriel sur K. Donc, pour que je puisse parler de valeur propre, il faut que lambda soit élément de K. Et quand est-ce qu'alors lambda appartenant à K est une valeur propre de f? Ben si, seulement si lambda est racine de xi indice f de x. Dans l'exemple précédent, on avait trouvé une racine du polynôme caractéristique de f, mais qui n'appartenait pas à R. Et f était un endomorphisme de R2 qui était espace sur R. Il appartenait à C. Donc c'est pour ça qu'on a dit que le lambda trouvé qui était plus ou moins i n'était pas considéré comme valeur propre de f. Donc cette proposition-là, quand vous calculez les racines du polynôme caractéristique de f, il faut, pour avoir les racines, les valeurs propres, si f est un endomorphisme d'un espace sur K, il faut que les valeurs propres appartiennent à K. Autrement dit, si ce n'est pas R, et si c'était le cas, si l'endomorphisme f était sur R, et le lambda n'était pas réel, le lambda ne peut en aucun cas être valeur propre de f. Bien. Alors une définition, c'est que lambda, valeur propre de f, hein, supposons que lambda est valeur propre de f. Alors, il est racine du polynôme caractéristique. Hein? Si lambda est valeur propre de f, donc lambda est racine du polynôme caractéristique, donc il est d'une certaine multiplicité. Comme vous le savez, chaque racine d'un polynôme admet une certaine multiplicité. Alors la multiplicité, c'est comment? C'est une x moins lambda à la puissance mi va diviser le polynôme xf, x indice f de x, et donc je peux écrire x indice f de x égale x moins lambda à la puissance mi q de x. Alors si m indice lambda est la multiplicité de cette racine lambda, certainement, dans ce cas-là, q de x va vérifier q de lambda non nul. Autrement dit, m indice lambda, c'est le plus grand ordre, c'est le plus grand degré, tel que x moins lambda à la puissance m indice lambda divise xi indice f de x. Donc, cette multiplicité-là, c'est ce qu'on appelle la multiplicité de la valeur propre lambda. Bon, sous-entendu ici, le lambda considéré, c'est une valeur propre de f. Hein, f qui était endomorphisme de Kn dans Kn. Kn qui est espace vectoriel sur K. Donc, voilà. Alors, on a une proposition. Hein, la proposition dit la chose suivante, c'est que la dimension de l'espace du sous-espace propre associé à lambda est toujours inférieure ou égale à m lambda et toujours supérieure ou égale à 1. Alors, pourquoi supérieur ou égal à 1? Ben, tout simplement, dire que lambda est une valeur propre, ça signifie que E lambda, qui est ker de f moins lambda i, est non nul. Un sous-espace qui est non nul a nécessairement une dimension supérieure ou égale à 1. Hein? Donc, le fait de dire que 1 est inférieur ou égal à la dimension de E lambda, ça vient tout simplement du fait parce que E lambda n'est pas nul. Et pourquoi il n'est pas nul? Parce que lambda est une valeur propre. Quand lambda est une valeur propre, E indice lambda qui est ker de f moins lambda i est non nul. Par définition même, c'est immédiat à partir de la définition même de la valeur propre. Mais la chose qui est plus intéressante, c'est que la dimension de E lambda est inférieure ou égale à m indice lambda, à la multiplicité. Autrement dit que si la multiplicité est égale à 3, ben la dimension de E lambda ne peut être que 1, 2 ou 3. Ne peut jamais dépasser 3. Donc, on va voir sur certains exemples que ça peut être m lambda comme ça peut être strictement inférieur à m lambda. Mais c'est toujours supérieur ou égal à 1 quand même. Bien. Alors, un exemple. Alors, sur cet exemple, on se donne f un endomorphisme de R4. Alors, la meilleure façon de le donner, c'est à partir de sa matrice par rapport à la base canonique. Donc, je dis voilà, de matrice grand A par rapport à la base canonique. Hein, j'écris pas tout, mais ça sous-entend que A, c'est la matrice de f par rapport à la base canonique. Alors, pour calculer le polynôme caractéristique, alors on fait, c'est le déterminant de le polynôme caractéristique. Je rappelle, c'est déterminant de A moins x i4 ici, parce qu'on est en dimension 4, donc c'est i4. Alors, une fois on fait les calculs, on trouve que c'est 1 moins x au carré, facteur de x carré plus 1. Vous remarquez ici que bon, la matrice est d'ordre 4, bon, on calcule le déterminant. Hein.
c'est 1 moins x fois 1 moins x, et puis là, c'est x carré plus 1. Ce bloc, il va donner 1 moins x au carré, ce bloc va donner x carré plus 1. Vous remarquez aussi que le coefficient dominant de ce polynôme, c'est 1, et c'est bien moins 1 à la puissance 4. Hein? Donc, vous voyez que pour calculer le polynôme caractéristique, ben, ce n'est pas difficile. Une fois on a la matrice par rapport à une base, on calcule le déterminant de a moins xi, et on trouve, dans ce cas-là, on trouve ce polynôme. Bien. Alors, les racines de ce polynôme, c'est lambda 1 de multiplicité 2, et lambda 2 égale i de multiplicité 1, lambda 3 égale moins i de multiplicité moins i, lambda 3 égale moins i de multiplicité 1. Donc, finalement, on a combien de valeurs propres? On a lambda 1 égale à 1, qui est de multiplicité 2, lambda 2 égale i, qui est de multiplicité 1, et lambda 3 égale moins i, qui est de multiplicité 1. Vous remarquez que lambda 1 est une valeur propre qui est double. Hein? Sa multiplicité étant égale à 2. Et là, lambda 2 égale i, c'est une valeur propre simple, et lambda 3 égale moins i, c'est aussi une valeur propre simple. Remarquez que lambda 1 est une valeur propre réelle, je dis bien racine, est une racine réelle, mais lambda 2 et lambda 3 ne sont pas réels. Donc, on ne peut pas considérer lambda 2 et lambda 3 comme des valeurs propres de f. La seule valeur propre que f admet, c'est lambda 1 égale à 1, parce qu'elle appartient à R, et mon endomorphisme était à coefficient, était sur un espace à scalaire dans R. Donc, la seule valeur propre dont je peux parler pour f, c'est lambda 1 égale à 1. Malgré que lambda 2 et lambda 3 soient des racines du polynôme caractéristique, ben, ce ne sont pas des valeurs propres de f, parce que justement, il n'appartient pas à R. Si c'était le cas, si notre endomorphisme était sur C, c'est-à-dire élément de L de C4, oui, mais là, comme la racine n'appartient pas à R, lambda 2 et lambda 3 ne sont pas des valeurs propres de f. Ce sont bien des racines du polynôme caractéristique. Hein? Notez, lambda 2 et lambda 3 sont bien des racines du polynôme caractéristique, mais ne sont pas des valeurs propres de f. La seule valeur propre de f, c'est lambda 1 égale à 1. La seule racine qui est valeur propre de f, c'est lambda 1 égale à 1. Alors, maintenant, cherchons la dimension du sous-espace associé à E lambda 1. Alors, U égale à x, y, z, t appartient à E lambda 1 si seulement si f de U égale à U. Donc, on résout cette équation-là. Ça veut dire que t égale à z égale à 0, y égale à 0 et x parcourt R. Donc, finalement, E indice lambda 1, c'est l'ensemble des éléments de R4 qui sont de la forme x0, 0, 0, c'est-à-dire il est engendré par l'élément 1, par le vecteur 1, 0, 0, 0, c'est-à-dire il est de dimension 1 et c'est strictement inférieur à 2. Bien. Alors, endomorphisme diagonalisable. Alors, pour ce paragraphe, on va donner une condition nécessaire et suffisante pour qu'un endomorphisme soit diagonalisable. Alors, définition, soit f un endomorphisme de Kn, alors f un endomorphisme de Kn avec K égale à R ou C, hein, notez-le bien. Donc, on dira que f est diagonalisable s'il existe une base de Kn formée de vecteurs propres de f, tout simplement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il existe une base telle que chacun des termes de cette base, c'est un vecteur propre de f. Alors, autrement dit, si U1, Un est une telle base, c'est-à-dire une base formée de vecteurs propres de f, donc on va écrire f de Ui égale lambda i Ui, où lambda i est élément de K. Donc, la matrice de f par rapport à la base E1, E2, En, ça sera la matrice lambda 1, 0, 0, 0 lambda 2, etc., 0, 0 lambda n. Vous remarquez que cette matrice-là est diagonale. Donc, dire que f est diagonalisable, ça veut dire qu'il existe une base par rapport à laquelle la matrice de f est une matrice diagonale. On pourra aussi dire comme ça. Alors, maintenant, une condition nécessaire et suffisante pour que f appartenant à L de Kn soit diagonalisable. Ben, ce théorème, il a de l'importance
primordial parce qu'il donne une condition nécessaire et suffisante, et surtout des conditions techniques. Hein, notez-le bien, ce sont des conditions techniques qui permettent, après un calcul, de dire si oui ou non notre endomorphisme est diagonalisable. Alors, première condition, c'est que xi indice f de x, c'est-à-dire le polynôme caractéristique, admet toutes ses racines dans K. Donc, toutes ces racines doivent être éléments de K. Et pour toute racine lambda de f, de multiplicité m indice lambda, la dimension de E lambda doit être égale à m lambda. Chose qui n'est pas souvent vérifiée pour les endomorphismes. Comme on a vu sur un exemple, m indice lambda peut être strictement supérieur à la dimension de E lambda. Comme les racines du polynôme caractéristique peuvent ne pas être dans K. Souvenez-vous de l'exemple où la racine appartenait à C alors que l'endomorphisme était un endomorphisme de l'espace vectoriel sur R. Bien. Alors, un exemple, je prends f appartenant L de R3, B la base canonique et A la matrice de f par rapport à la base B qui est donnée comme ça, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3. Alors, si je calcule le polynôme caractéristique, on trouve que c'est le polynôme moins x, x moins 1, x moins 3. Chacun des sous-espaces propres était engendré par un seul vecteur, donc chacun est de dimension 1. Les valeurs propres sont tous simples, autrement dit, de multiplicité égale à 1. Donc, finalement, toutes les racines appartiennent à R, et pour chaque valeur propre, de multiplicité, chaque valeur propre est simple et chaque sous-espace propre est de dimension 1. Vous remarquez aussi que en général, si la valeur propre est simple, la dimension sous-espace propre est 1. Hein? Parce qu'il est comprise entre 1 et 1. Il est supérieur à 1 et il est inférieur à 1, donc il ne peut être qu'égal à 1. Donc finalement, dans ce cas-là, U1, U2, U3 vont former une base formée de vecteurs propres de f. Donc f est diagonalisable. Alors, maintenant, remarquez la chose suivante, soit f un élément de Kn et B une base de Kn. Notons grand A égale la matrice de f par rapport à B. Si f est un endomorphisme diagonalisable, je considère C base formée de vecteurs propres de f. Et je note grand D la matrice de f par rapport à C. C'est une matrice qui sera diagonale. Et si je note P la matrice de passage de B à C, alors on a la relation entre DA qui est D égale P moins 1 fois A fois P. Remarquez que au lieu de considérer une base au lieu de considérer la matrice de f comme étant une matrice un peu quelconque par rapport à une base B, si f est diagonalisable, on peut trouver une base par rapport à laquelle la matrice est diagonale. Et c'est ça l'intérêt de la diagonalisation. C'est qu'on peut trouver une base par rapport à laquelle la matrice est diagonale. Et manipuler les matrices diagonales, c'est beaucoup plus simple que manipuler des matrices non diagonales. Alors, exemple 2, c'est la suite de l'exemple 1. Alors, dans ce cas-là, dans cet exemple, A égale matrice de f par rapport à B et C égale à U1, U2, U3, la base formée de vecteurs propres. Hein. A était la matrice par rapport à laquelle on a donné f, et C égale à U1, U2, U3, c'était la base trouvée qui est formée de vecteurs propres. Alors, si P était la matrice de passage de B à C, alors P, ça sera cette matrice-là, et D, ça sera cette matrice-là, diagonale. Et on a bien la relation D égale à P moins 1 fois A fois P. Bien. Alors, dernier paragraphe, c'est matrice diagonalisable. Alors, matrice diagonalisable. Alors, comment on définit le concept de matrice diagonalisable? Alors, de la manière suivante. On le définit d'une manière suivante, bien sûr, on le lit au concept de endomorphisme diagonalisable. Alors, soit A une matrice à coefficient dans K, carré d'ordre n à coefficient dans K. Et F, l'endomorphisme de Kn, tel que la matrice de F par rapport à la base B égale à A, où B n'est rien d'autre que la base canonique de Kn. Donc, je prends A, une matrice à coefficient carré d'ordre n à coefficient dans K, et je considère F l'endomorphisme de Kn de matrice grand A par rapport à la base canonique. Alors, définition, on dira que A est diagonalisable sur K si F est diagonalisable, tout simplement. Si F est diagonalisable, ça veut dire que toutes les valeurs propres sont dans K et que pour chaque valeur propre de multiplicité M indice lambda, la dimension de E indice lambda égale à M indice lambda. Donc, comme on a bien caractérisé un endomorphisme diagonalisable, on peut aussi caractériser une matrice A diagonalisable. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si C est une base de Kn formée de vecteurs propres de F, et si P est la matrice de passage de B à C, et si D est la matrice de F par rapport à C, alors D c'est P-1 fois A fois P sera diagonale. Donc finalement, si une matrice A est diagonalisable, ça veut dire qu'il existe P inversible, tel que P-1 fois A fois P soit diagonale. Et comment on trouve P? Ben, on a
diagonaliser notre endomorphisme F associé à A par rapport à la base canonique et faire tous les calculs nécessaires pour trouver la base. Une fois on a la base, on a la matrice de passage et donc on a notre matrice diagonale. Donc vous voyez que dans ce cas-là, les choses se font d'une manière très simple. On a juste un calcul de déterminant, un calcul de racine pour les polynômes caractéristiques et pour chaque valeur propre, trouver la dimension du sous-espace propre et bien sûr une base du sous-espace propre. Alors, autre chose, c'est un exemple. Alors, un exemple, A égale à 1, 2, 2, 1, F, endomorphisme de R2 qui est défini par la matrice grand A par rapport à la base B canonique, sous-entendu. Hein? Alors, le polynôme caractéristique, c'est xi indice A du x, bon, je peux noter aussi xi indice A du x, c'est 1 moins x, 2, 2, 1 moins x, c'est x moins 3x plus 1. Vous remarquez que toutes les valeurs propres sont simples, donc nécessairement, chacun des sous-espaces propres sera de dimension, la multiplicité ici qui est 1. Donc, chacun des sous-espaces propres a une dimension égale à la multiplicité. Donc, d'ores et déjà, je peux dire que l'endomorphisme est diagonalisable, c'est-à-dire la matrice grand A est diagonalisable. Maintenant, si je note grand C égale la base U1, U2 et dès la matrice de F par rapport à C, donc elle sera la matrice diagonale 3, 0, 0, moins 1. Et si P est la matrice de passage de B à C, c'est-à-dire le composant de U1 suivant la base canonique, c'est-à-dire 1, 1, et de U2 suivant la base canonique, c'est-à-dire moins 1, 1, donc j'aurai D égale à P moins 1 fois A fois P. Vous remarquez que, en général, quand F est diagonal, quand vous avez à diagonaliser un endomorphisme, la première des choses qu'il faut faire, c'est calculer le polynôme caractéristique. On le calcule. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous prenez lambda, valeur racine de ce polynôme caractéristique. Alors, si toutes les racines appartiennent à K, toutes, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la dimension de E lambda, il doit être égal à la multiplicité, quelle que soit la valeur propre lambda. Alors, une fois, on est certain que pour toutes les valeurs propres, la dimension de ce espace propre, c'est la multiplicité, on cherche B indice lambda, une base de E indice lambda, et on fait, si par exemple vous avez les valeurs propres sont lambda 1, lambda R, les valeurs propres de F, alors vous considérez pour chaque sous-espace propre une base de ce sous-espace propre, et quand vous faites la réunion de ces bases, vous allez avoir une base formée de vecteurs propres de F. Et voilà.